Bonjour, bienvenue. Un petit mot pour vous présenter les Hub Conférences qui vous accueillent. Et c'est un grand plaisir ici à Lyon. Je m'appelle Nicolas Froissart, je suis un des directeurs généraux du groupe SOS et nous organisons des événements assez régulièrement qui s'appellent donc les Hub Conférences. Il y a différents formats, les Hub Café, le Hub Fest aussi, une fois par an. L'idée est simple et d'ailleurs on va, je pense, bien illustrer ce soir, c'est qu'on considère qu'il y a aujourd'hui, face à des enjeux qui sont complexes, il n'y a pas une catégorie d'acteurs qui détient les solutions, mais les solutions, elles vont venir d'un dialogue, d'une co-construction entre les entreprises classiques, les entreprises sociales, les pouvoirs publics, le monde académique. Et je crois que d'être ici avec ce sujet ce soir l'illustre parfaitement. Vous pourrez retrouver sur le site des Hub Conférences notamment tous les intervenants qu'on a pu avoir depuis bientôt 5 ans avec le lancement des Hub Conférences. Vous voyez Stiglitz par exemple, le prix Nobel d'économie, on avait eu Younous, le prix Nobel de la paix, Anne MacArthur, Edgar Morin il n'y a pas très longtemps. Voilà, des personnalités inspirantes, on a aussi des gens qui sont moins connus mais qui portent des projets intéressants et qui nous semblent utiles pour l'avenir de notre société. 35 000 participants, vous le voyez sur l'ensemble de nos événements. Je parlais de porteurs de projets, il y en a sans doute parmi vous. On a lancé une déclinaison du réseau social Hub Campus qui permet de tous se fédérer entre nous. Et si vous avez un projet, n'hésitez pas à le mettre sur Hub Lyon, puisque cette déclinaison, grâce à nos ambassadeurs lyonnais, on va en parler dans quelques instants, existe depuis un petit moment maintenant. Donc on peut présenter son projet, échanger avec d'autres, obtenir des coups de main, etc. etc. Donc n'hésitez pas à vous servir de cet outil, il est à votre disposition, up-lyon.org. Et puisque je le vois, il y a un hashtag qui est UpConf. C'est pas parce qu'on a un réseau social, donc en l'occurrence UpCampus, qu'on est sectaire. Vous pouvez évidemment vous servir de Facebook et Twitter, notamment ce soir, pour parler de cet événement. Donc allez-y, UpConf. Nos événements, et ça c'est important, ils sont gratuits. On veut que tout le monde puisse venir assister à ces événements. On remercie nos partenaires grâce à qui c'est possible. Accenture, Aviva, Veolia. Merci beaucoup Philippe, je sais pas, merci beaucoup. Parce que c'est un peu le lancement de ce partenariat, d'ailleurs avec Veolia ce soir. On est ravis, le Crédit Coopératif et Bouygues Immobilier, qui d'ailleurs est également impliqué, je crois aussi, dans le 107, dont on va parler ce soir. Et je crois qu'il y a des représentants de Bouygues Immobilier qui sont présents ici, qu'ils soient remerciés aussi pour ce partenariat. Et des événements, donc, je vous le disais, organisés par le groupe SOS, dont vous allez aussi un petit peu entendre parler ce soir. Le réseau social Hub Campus et donc Hub Lyon, je vous en ai parlé. N'hésitez pas, c'est un outil aussi qui est évolutif, donc n'hésitez pas aussi à nous faire des retours, à nous dire la façon dont vous voudriez qu'il évolue dans les prochains mois pour qu'il vous soit le plus utile possible. La petite nouveauté de cette rentrée pour Up, c'est notamment les formations, parce que les personnes qui assistent à nos événements nous disent souvent c'est bien de passer 1h30 ou 2 heures ensemble, mais on aimerait bien approfondir un peu le sujet. Donc on lance des formations sur l'innovation sociale, la transition écologique, les villes en transition, les nouvelles formes de management, le social tech, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site des Hub Conférences. Aujourd'hui, elles sont basées sur Paris pour son lancement, mais pourquoi pas aussi Lyon demain. Et puis si vous passez de temps en temps à Paris, pourquoi ne pas vous inscrire? Un petit mot sur les événements Up, encore avant de passer la parole à Jérôme, juste vous dire que on est ravis d'arriver encore plus sur un territoire comme Lyon, même si on y fait maintenant depuis un petit moment pas mal de choses. On va faire pas mal de choses dans la région, puisque un Hub Café à Grenoble le 17 octobre, et on remercie Léna de Ronalpia et toute l'équipe de Ronalpia et le Move. Ronalpia avec des liens très forts avec 3A, merci beaucoup encore une fois 3A de nous accueillir, parce que le premier événement Up il y a quelques années maintenant, il y a 4 ans peut-être, c'était ici grâce à l'aide de Ronalpia, donc merci beaucoup. Et puis Saint-Étienne le 7 novembre, il y a des représentants aussi de Loire Active avec qui on met ça
en marche et c'est chouette parce que voilà, vous voyez sur une région où on commence à être un peu présent partout grâce à vous. Donc, et ce sera aussi avec Ronampia, décidément. Donc n'hésitez pas s'il y a des territoires sur lesquels vous êtes très impliqués, sur lesquels vous voulez créer des événements up avec nous, vous nous le dites. Les réseaux sociaux, je vous l'ai dit, hein, Facebook, Twitter, n'hésitez pas, le hashtag c'est UpConf. Un grand merci Jérôme, Adeline pour votre implication puisque depuis un an, 7 Up Café organisés par une équipe bénévole qui propose des sujets qui vous fédèrent tous les mois et demi, tous les 2 mois. Un grand merci Jérôme parce qu'on voit à quel point ça marche puisque ça nous permet de créer une soirée comme celle-ci. Donc, je te laisse dire un petit mot Adeline aussi. Merci en tout cas à vous deux et à toute l'équipe, puisque vous êtes combien aujourd'hui? Non, vous êtes 7. Mais d'ailleurs, si vous voulez rejoindre la bande, n'hésitez pas. Plus on est fou, plus on rit. Alors, c'est bon. Nicolas a tout dit, donc je n'ai rien à dire, c'est parfait. Donc d'abord, merci à toute l'équipe de Uption. Nous sommes 7. Et merci surtout à ceux qui nous ont rejoints ces derniers mois, donc Zineb, Adeline, Cassandre et Pierre. Nous partageons la philosophie de Hub, c'est-à-dire que nous pensons qu'il n'y a pas une solution unique, mais qu'il faut aller chercher sur les territoires les bonnes idées. C'est ce que nous essayons de faire tous les mois et demi en ayant une rencontre avec surtout des entrepreneurs sociaux. Nous partageons leurs expériences, leurs craintes, leurs espoirs. Et nous sommes contents de commencer une nouvelle saison avec un plateau tout à fait brillant. Merci à tous nos intervenants. Nous essaierons de maintenir le rythme qui a été le nôtre jusqu'ici, donc un événement tous les mois et demi. Et surtout, il n'y aurait pas de conférence sans audience, donc merci à vous tous d'avoir répondu à notre invitation ce soir, et nous espérons vous voir très souvent. Allez. Merci Jérôme. Et moi je remercie aussi l'équipe Up de m'avoir accueilli chaleureusement cette année. Et puis j'ai la chance du coup de pouvoir remercier à ce micro vous tous. Merci, vous m'entendez mieux. De pouvoir tous vous remercier d'assister, de participer à cette conférence, pouvoir remercier nos intervenants et puis nos co-organisateurs, notamment l'équipe l'école 3A dirigée par Monsieur Scapatici, et puis nos principales interlocutrices, Lise Dien et Julie Pinson, ainsi que Antoine Nouvet et Florence Lécluse du 107 pour leur réactivité et la co-organisation de cet événement. J'ai hâte d'entendre nos intervenants, donc je repasse la parole à Jérôme, si tu veux te présenter bien. Tout d'abord, merci aussi à nos partenaires cette soirée, donc Ronampia qu'on a déjà cité. On avait envie, c'est un peu de philosophie au mouvement Up, c'est qu'on parle solution. Donc on avait envie ce soir d'avoir un événement, un exemple concret de ce dont on va discuter. Donc on a demandé à Ronampia de nous trouver la perle qui pouvait illustrer la coopération possible entre l'entreprise lucrative et monde de l'ESS. En fait, ils nous ont trouvé plusieurs perles. Alors, on a eu beaucoup de mal à faire le choix et finalement c'est Loggins qui fera un pitch après nos intervenants. Merci également aux acteurs de l'économie dont on connaît l'engagement depuis très longtemps en faveur de l'innovation sociale. Ils ont donc relayé notre événement de nombreuses fois. C'est aussi l'occasion de parler de la rentrée littéraire de Denis Lafay qui vient de sortir 3 livres en même temps, donc vous les trouverez si vous regardez Denis Lafay sur internet. Il y en a un notamment d'entretien avec Étienne Klein, l'autre avec Edgar Morin et un ouvrage collectif. Donc très intéressant. Et concernant Ronampia aussi, on n'avait pas prévu, mais on va faire un peu de publicité. Ronampia lance d'ici peu de temps sa nouvelle campagne de recrutement pour la nouvelle promotion. Donc, si
si vous voulez être incubé, n'hésitez pas à les contacter. Donc si vous voulez présenter 3A. Merci, bonsoir. Oui, on est tous très pressés de rentrer dans le vif du sujet, mais effectivement, quelques mots de ce campus et l'école 3A. Alors, vous êtes au sein du campus René Cassin. Ce campus est constitué de 24 écoles qui font toutes partie d'un même groupe. Et au sein de ce campus, vous trouvez 6500 jeunes, ce qui constitue déjà l'un des principaux campus privés de la région Rhône-Alpes. L'école 3A donc, fait partie intégrante de ces 24 écoles et c'est vrai que j'ai le plaisir de diriger cette école depuis maintenant 4 ans et merci donc d'avoir choisi de revenir donc, au sein de notre institution pour présenter vos conférences. Et c'est vrai que la thématique de ce soir est une thématique intéressante pour nous. D'ailleurs, dans la salle, je reconnais bon nombre de nos étudiants, quelques dizaines de nos étudiants qui sont représentés. Et c'est vrai qu'ils ne sont pas là par hasard, parce que c'est vrai que le domaine de la coéconomie, c'est un domaine qui est extrêmement intéressant pour nos jeunes. Alors, deux mots sur l'école 3A. L'école 3A, c'est 34 ans d'existence. On a effectivement une petite défaillance. 34 ans d'existence, création 83-84. Au départ, c'était une école qui était très spécialisée dans le monde de l'humanitaire. Solidarité internationale, premier grand volet des formations proposées par l'école. Et très vite, cette structure a évolué vers le développement international. Alors à l'époque, on parlait du développement international des pays en voie de développement. Aujourd'hui, on parle de pays émergents, d'où l'appellation 3A, Amérique, Afrique, Asie. Et pour évoluer ces dernières années, notamment les années 2010, nous avons souhaité évoluer vers un dernier pilier de l'école 3A, troisième et dernier pilier, qui est le domaine de l'entrepreneuriat et de l'innovation sociale. D'où la fierté aussi que nous avons cité de nombreuses fois. Je vais me permettre de citer aussi, eh bien, nous avons été des parents, on va dire, de la création de Rhône-Alpes Club, puisque les deux fondatrices, Léna et Nora, ont eu à étudier chez nous au sein de l'école 3A. Simplement, peut-être une dernière précision aussi, c'est vrai que nous avons souhaité faire de ce pan de l'économie sociale et solidaire un axe de formation très fort de l'école 3A, et notamment, il y a maintenant tout juste quelques mois, nous venons d'obtenir une nouvelle certification enregistrée au registre national des certifications professionnelles qui s'appelle responsable d'entreprise de l'économie sociale et solidaire. Et à ce titre-là, donc, nous sommes autorisés à former donc, des collaborateurs, des salariés dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Voilà, c'est pour nous donc une ambition très forte que d'être un acteur important dans la région Rhône-Alpes, en tout cas de ce pan de l'économie qui est donc l'entrepreneuriat social et solidaire, avec en particulier une activité sur l'entrepreneuriat social. Voilà, mais bon, on va laisser le soin à nos animateurs de nous dire de quoi il s'agit et puis de lancer le sujet. Merci en tout cas et bonne soirée à vous tous. Merci beaucoup et encore merci à 3A pour l'accueil. Il y avait juste Damien de Voissou qui est le délégué régional du... Ah, c'est magnifique. On ne l'avait pas préparé. Si vous avez dans votre quotidien des idées de choses que vous pourriez faire avec le groupe SOS, des idées de partenariat, pourquoi pas rejoindre cette belle organisation, et ben Damien le représente sur cette région Auvergne-Rhône-Alpes. Et nous dit donc un mot. Bien, merci. En fait, je suis d'origine au Savoyard, mais j'ai été lyonnais pendant des années, puisque j'ai usé mes fonds de pantalon à la faculté entre la Doua et de quai Claude Bernard pendant les années 70. 70, c'est pas effectivement récent. Je vois l'âge que vous avez la plupart des uns et des autres, c'est pas né. Ensuite, j'ai commencé ma route à Lyon et ensuite je l'ai poursuivi au sein du corps préfectoral, sachant que j'avais commencé à améliorer ma géographie dans la marine, parce que ma région Rhône-Alpes adorée, elle devenait bien petite au fur et à mesure que les horizons s'ouvraient.
Atlantique au Pacifique Sud, en passant par l'océan Indien, et puis les grands ports navals que sont Toulon et Brest, je crois qu'ils sont un petit peu plus petits, un peu rétrécis, mais voilà. Donc la période marine. Ensuite, j'ai continué ma route au sein donc, du budget du corps préfectoral, ministère de l'Intérieur, où là aussi j'ai fréquenté le centre-ouest, j'ai fréquenté le Grand Est, la région parisienne incontournable, bien entendu, et puis le sud-ouest et le sud-est. Et j'ai terminé mes dernières années d'activité à Écully, dans la police scientifique. Alors, je ne suis ni policier ni scientifique, mais à l'aide civile, ça administre. Donc c'est un petit peu ce que je faisais dans ce beau campus de Lyon-Ouest, Écully. Et puis, au moment où je sentais que la vie active se terminait, j'ai préparé ma sortie en faisant une formation professionnelle de coach, ce qui m'a permis, en offrant du conseil et de la formation, de monter une petite auto-entreprise, voilà, toute balbutiante encore. Et puis j'ai eu la chance, alors là je l'avoue, la très grande chance de rencontrer Jean-Marc Morello, le président du directoire de SOS, qui m'a fait le grand honneur de m'associer à son entreprise, à la fois la philosophie et les champs d'action qui sont très nombreux, dans cette belle région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, que demander de mieux? Franchement, rien. Franchement, je suis comblé. Ta carte de visite peut-être pour les gens qui le voudront. Et voilà, donc, alors, il y a plein de choses à faire dans cette région, il y a plein de projets, ils sont pour le moment encore un peu dans la tête, mais je suis sûr que très vite, on va faire plein de choses avec vous, de très belles choses, j'en suis certain. Merci beaucoup Damien. Voilà, merci à vous, merci à tous. Merci encore une fois à tous nos partenaires. Et merci à Diane Latour que j'appelle, qui nous fait le grand plaisir d'animer cette soirée. Et on salue les internautes qui sont devant leur poste, puisque grâce à Facebook Live, tout le monde peut suivre cette conférence. Merci Diane. Oui, Diane, d'abord je te remercie de bien avoir voulu animer ce débat ce soir, parce que pour nous, Diane représente d'abord les talents qui sont attirés par l'ESS. Donc ça, ancienne journaliste et avec un parcours réussi dans le journalisme, elle a décidé de créer Petite Cantine. Et on souhaiterait que tu nous parles, avant de lancer le débat, de Petite Cantine et de cette super aventure. C'est vraiment gentil, mais vous savez, là, moi, ce soir, ici, je suis là pas pour parler de moi, mais plutôt pour passer les plats, parce que c'est ce que je sais bien faire. Donc on en parlera une minute au moment d'introduire le débat, mais surtout, j'invite à me rejoindre nos invités, qui sont 3 invités de marque, Jean-Marc Borello, Agnès Touvenot et Philippe Limbert. Bonsoir à tous. Donner ne suffit pas, il faut construire. J'ai eu envie de démarrer ce débat par une citation tirée de mon livre de chevet du moment, qui s'appelle « Pour un capitalisme d'intérêt général ». C'est un livre qui a été publié il y a quelques mois aux éditions Débat Public et qui a été commis par l'un de nos invités ce soir, donc on en reparlera un peu plus tard. Le capitalisme, aujourd'hui, s'essouffle. Il s'essouffle non pas pour des raisons conjoncturelles, mais pour des raisons structurelles. C'est-à-dire que non seulement on est en train de réaliser que ce n'est pas un modèle invulnérable comme on pensait, mais en plus, on est en train de prendre conscience qu'il est lui-même la cause de l'effondrement de l'ensemble de notre système, à la fois financier et économique. Pendant longtemps, pour contrebalancer les effets pervers du capitalisme, on s'est appuyé sur les organisations à vocation sociale. Et aussi sur les pouvoirs publics, donc c'est-à-dire sur tout ce qui est économie à but non lucratif. Économie qui, elle aussi, c'est normal, comporte ses fragilités et ses écueils. Mais du coup, ces deux univers, du lucratif et du non lucratif, se sont retrouvés opposés dans leur logique et en concurrence parfois l'une et l'autre. Alors la question ce soir, c'est entre les deux, est-ce qu'il existe une troisième voie ? C'est-à-dire concrètement une voie qui serait plus respectueuse de l'intérêt général, mais aussi capable de changer d'échelle et de rémunérer ses acteurs à leur juste valeur. Donc en un mot, est-ce qu'il existe une voie pour un capitalisme d'intérêt général? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler?
Si on est rassemblés ici ce soir, c'est qu'on en a tous plus ou moins l'intuition, ou en tout cas le désir profond. Mais c'est quand même pas si facile de changer de lunettes. Si c'était facile, ça se saurait, et il existe des obstacles vraiment réels sur le terrain. Est-ce qu'on partage en fait les mêmes finalités? Est-ce qu'on est capable de se parler? Est-ce qu'on est capable de se mettre d'accord sur un objectif commun? Quel est le modèle d'entreprise qu'on a envie de voir émerger, de co-construire ensemble pour le siècle qui s'ouvre? Quel est le périmètre de cette co-construction? Comment est-ce qu'il se positionne justement sur ces questions de lucrativité, non-lucrativité qu'on a évoquées? Est-ce qu'on est capable de prendre le meilleur des compétences de chacun, c'est-à-dire le meilleur des pouvoirs publics, le meilleur des organismes à vocation sociale et le meilleur du secteur privé, sans répéter les écueils inhérents à chacun des trois? Est-ce qu'on a déjà des exemples de modèles qui vont dans le bon sens, qui peuvent nous faire penser que, ok, ça vaut le coup d'essayer? Moi, c'est dans cette aventure d'intelligence collective que j'ai envie de vous embarquer ce soir. Je vous propose de découper notre soirée en 3 temps. D'abord, on balaye la problématique, donc on se fait le what and why, de quoi on parle. Déjà, 1, pour faire connaissance, et 2, pour être sûr qu'on parle bien de la même chose. Ensuite, on regarde concrètement quels sont les freins sur le terrain, quel est le plan d'action qu'on pourrait mettre en place pour hybrider, pour créer ensemble ces modèles plus innovants. Et ensuite, on aura un petit interlude de Lawkins qui va nous montrer, quand on met les mains dans le cambouis, concrètement comment ça se passe. Et on terminera par le meilleur, les questions de la salle. Donc préparez-les bien. Alors, comme Jérôme me demandait, je me présente en 2 mots. Moi, je m'appelle Diane Dupré-Latour. Je m'occupe d'un projet qui s'appelle Les Petites Cantines et qui consiste à monter un réseau de restaurants participatifs pour proposer aux habitants de se mettre à table avec leurs voisins et peut-être de changer de regard les uns sur les autres et du coup de redynamiser les liens de proximité dans les quartiers. Donc on va voir ce soir, ça va mitonner fort parce que je vous propose de vous mettre à table avec nos 3 invités. Agnès Touvenot. Agnès Touvenot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes élue, adjointe au maire de Villeurbanne et en charge de 5 portefeuilles. L'emploi et l'insertion, l'économie solidaire, la santé, la lutte contre les discriminations et l'égalité femmes-hommes. Vous connaissez bien l'univers associatif parce que vous avez baigné dedans pendant un certain temps. Et aujourd'hui, vous pilotez le comité local d'une expérimentation qui s'appelle Territoire zéro chômeur longue durée. Projet qui a été poussé au démarrage par ATD Carmonde. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Bonsoir. Alors, Territoire zéro chômeur de longue durée, c'est un projet un peu utopique qui fait le pari que les demandeurs d'emploi aujourd'hui au chômage de longue durée sont bourrés de talents, de compétences. C'est le pari qui, aujourd'hui, il n'y a peut-être pas d'emploi, mais beaucoup de travail. On a beaucoup de besoins qui sont non satisfaits sur le territoire. Et le 3e postulat, c'est que le chômage de longue durée, ça coûte cher. À l'échelle nationale, il est estimé autour de 34 milliards d'euros. Ce qui est ramené par le nombre de demandeurs d'emploi, c'est une somme autour de 17-18 000 euros par an et par personne. Et donc le projet, c'est un pari un peu fou, c'est de dire, on propose un emploi en CDI, à temps choisi, à ces personnes au chômage de longue durée, et pour cela, on crée une entreprise dont le but est d'employer ces personnes et de développer des activités en fonction des compétences et des besoins non couverts sur le territoire. Et tout ça, mélanger tout, ça donne une entreprise. Donc à Villeurbanne, on a été candidat à cette expérimentation et on a monté, donc avec tout un collectif, il y a beaucoup de gens dans la salle qui sont partie prenante de ce projet, une entreprise qui s'appelle Émergent, qui est une société par action simplifiée avec l'agrément ESUS, donc issu de la loi économie sociale et solidaire, qui développe dans le quartier Saint-Jean des activités sur le quartier. C'est une entreprise qui a été créée le 27 mars avec 12 salariés et qui en compte aujourd'hui 30 et qui en comptera entre 45 et 50 d'ici la fin de l'année et qui vise à peu près 150 personnes en 2018. Donc c'est un gros pari. Merci beaucoup, on en reparlera. À vos côtés, Philippe Imbert. Philippe Imbert, bonsoir. Bonsoir. Philippe Imbert, vous êtes délégué territorial de Veolia. Depuis le début de votre parcours, votre fil rouge, c'est l'environnement. Sujet qui touche à la fois à l'intérêt général, mais aussi à des problématiques et des enjeux techniques, économiques et financiers majeurs pour les grands groupes. Vous avez un sens inné de l'humain et des montages de projets audacieux. C'est pour cela qu'on vous a confié la présidence de PIMS et celle du 107. Alors,
Est-ce que vous pouvez nous les présenter en 4 mots, 2 pour PIMS et 2 pour le 107? C'est ambitieux. Alors, les PIMS, c'est une association qui a été créée il y a 22 ans à Lyon, qui est maintenant présente dans plus de 70 villes en France, qui s'appelle Point Information Médiation Multiservice. Ça a 2 vocations, c'est de faciliter l'accès aux services pour les personnes précaires, mais pas que, et d'être un tremplin professionnel pour les agents médiateurs que l'on accueille et que l'on fait progresser pendant 1 à 2 ans avant de pouvoir justement faire un travail durable à l'issue de leur sortie au PIMS. Et donc pour vous donner juste 1 ou 2 ordres d'idées, 2 chiffres à la place de 2 mots, c'est 180 000 personnes l'année dernière qui sont venues dans un des 7 PIMS qui sont présents sur la métropole de Lyon, où on fait aussi des médiations à domicile ou sur l'espace public. Et ça a permis de rendre 300 000, à peu près 305 000 services aux Grands Lyonnais en 2016. Je veux dire que c'est utile. Dites-nous, à l'origine, qui est-ce qui a créé PIMS? Alors, les PIMS, c'est une association partenariat public-privé avec 7 grandes entreprises, EDF, SNCF, La Poste, Engie, Enedis et Veolia. Forcément, je vais toujours oublier et puis les pouvoirs publics. Et ça, je dirais que quand on parle d'entrepreneuriat, on va en parler ici, on parle d'entrepreneuriat social, d'innovation sociale. En 1995, créer une structure qui avait pour but de simplifier l'accès aux services publics, des sortes de guichets uniques des services publics pour la population, en réunissant la préfecture, les collectivités et des grandes entreprises. C'était réellement innovant et ils nous ont devancé avant même qu'il y ait des termes de social business qui arrivent en France quelques années après. Donc il a été précurseur. Et le 107, en 2 mots, donc c'est une association également qui réunit différents acteurs de l'économie, alors là même encore plus large, puisque on a au sein de notre gouvernance à la fois des collectivités, des grandes entreprises du CAC 40, des accompagnateurs d'entrepreneurs sociaux. On a cité Ronalpia tout à l'heure, on pourrait citer également Ashoka ou le Move, évidemment, et on a des personnes qualifiées auxquelles vont bientôt s'ajouter les entrepreneurs eux-mêmes qui ont été accompagnés par le 107. Notre but, c'est de décloisonner les différents acteurs de l'économie pour travailler ensemble sur la création de solutions sociales, sociétales, environnementales qui ont un impact pour les populations du territoire. Donc, il y aura peut-être un peu plus plus tard. avec plaisir, merci beaucoup. À ma gauche, Jean-Marc Borrello. Jean-Marc Borrello, bonsoir. On va faire circuler le micro. Bonsoir. Jean-Marc Borrello, vous êtes le Parisien de la bande, donc on est très heureux de vous accueillir. Le quoi? Non? Le Parisien. Ça va faire rire tout le monde. Ah bon? Mais enfin, D'où venez-vous avec ce léger accent? Je n'y suis que depuis 40 ans, donc je n'ai pas eu le temps de prendre l'accent. Sinon, Aix-en-Provence, un poil au sud. Bon, merci, on est très heureux de vous accueillir parmi nous en tout cas. C'est vous qui êtes l'auteur du livre dont on parlait tout à l'heure. Vous avez débuté comme éducateur spécialisé auprès de jeunes délinquants et aujourd'hui vous êtes à la présidence d'un groupe de 15 000 salariés, plus de 400 services et établissements à travers l'Europe et 800 millions d'euros de chiffre d'affaires. La mission du groupe SOS, c'est de lutter contre l'exclusion sous toutes ses formes. Et c'est aussi un très bel exemple de réussite européenne. Cette réussite, on la doit non seulement à vous, mais à vos équipes, car vous avez su vous entourer. Et pourtant, le groupe SOS, c'est un groupe sans actionnaires. Jean-Marc Borrello, est-ce que vous pouvez nous présenter le groupe SOS en 2 mots? Non, en deux mots, je ne peux pas, je vais essayer en 4. Alors d'abord, c'est 16 000 salariés, 1 milliard et 500 établissements. Vos chiffres ont quelques mois. Donc la particularité de la maison SOS, c'est qu'elle fait 20% de croissance par an, donc elle double de taille tous les 4 ans, donc évidemment vous êtes pardonné. Le groupe SOS est un machin associatif, une grande entreprise, dit-on à cause des chiffres que je viens de citer. En réalité, une entreprise sociale qui a la particularité, effectivement, de ne pas avoir d'actionnaires, puisque l'ensemble des activités, quelles que soient les formes juridiques, les sociétés, l'immobilier, les coopératives, etc., appartiennent à 100% aux associations, donc une espèce de holding associative, pour donner un exemple qui parle aux entrepreneurs, avec la particularité d'avoir une quarantaine de métiers, mais on essaie de résumer ça en 5 branches. La santé, on gère des hôpitaux, les seniors, on gère des maisons de retraite et des services autour des maisons de retraite,
la jeunesse qui va de la crèche au centre éducatif renforcé, donc avec tous les dispositifs de protection sociale, judiciaire, etc. de la jeunesse. La solidarité avec une activité accueil migrant qui s'est évidemment pas mal développée ces dernières années, puisqu'on est passé d'une structure d'accueil migrant à 25 ou 30 en 18 mois, depuis la fermeture de Calais, pour aller vite. Nous gérons une soixantaine d'établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap et donc la toxicomanie, enfin les toxicomanies ou les dépendances, puisque c'est l'origine du groupe, donc des centres de soins. Et enfin, et l'insertion avec des entreprises, pour le coup, entreprises d'insertion, là aussi, dans une dizaine de métiers différents, depuis des commerces de proximité à un traiteur dont Thierry Marx est le chef, pour vous situer, en passant par des entreprises de bâtiments, etc. Alors tout ça, j'ai dû en oublier un, mais 5, ça fait beaucoup. Donc tout ça, ça fait le groupe SOS avec là aussi toute une série d'autres métiers qui vont de l'ingénierie financière avec la gestion de fonds jusqu'à la permaculture avec les fermes d'avenir et des dispositifs d'entrepreneuriat culturel qui se développent de manière assez importante. Et je crois qu'à Lyon, nous partageons un projet dont j'ai absolument oublié le nom, mais la Algira. Merci camarades. Comme vous pouvez le constater, non seulement les collègues de SOS font grandir le groupe, mais vous n'êtes plus au courant. Donc voilà, tout ça, et donc ça fait effectivement 16 000 salariés, donc un millier à peu près dans les Drômes, Réunion, Mayotte, Guyane où j'étais hier encore, et bientôt Saint-Pierre-et-Miquelon et vraisemblablement Saint-Martin en plus de la Guadeloupe, et une trentaine de pays dans lesquels nous intervenons, là aussi sur des sujets extrêmement divers, pépinières d'entreprises depuis les classiques pays Mali, Afrique du Nord, enfin Tunisie, Maroc, etc., mais aussi Hong Kong et San Francisco et le Cap en Afrique du Sud, et puis des structures plus classiques autour du développement de structures d'accueil de santé ou d'éducation. Enfin, un poème à la Prévert qui effectivement n'a aucun actionnaire et qui a comme concurrent des grands groupes privés lucratifs. Merci beaucoup. Agnès Touvenot, on rentre avec vous dans le vif du sujet. Comment est-ce que vous définiriez la coopération économique? Parce que pour vous, qui êtes un sacré poste d'observation en tant qu'élu, quand on parle de co-construction, de quoi est-ce qu'on parle concrètement et quels sont les points qu'il faut regarder? Alors la co-construction, on en parle beaucoup, il y a beaucoup de discours, en revanche, on a du mal encore à en faire réellement. Sur la co-construction, l'enjeu c'est vraiment d'associer l'ensemble des parties prenantes. Alors ici, là, autour de la table, il y a des entreprises privées, il y a les associations, il y a donc les pouvoirs publics, mais il manque des gens, il manque notamment les habitants, et il manque les bailleurs sociaux. Et je trouve que voilà, sur l'enjeu avec qui est-ce qu'on construit, c'est comment on associe l'ensemble des parties prenantes et les habitants, pour faire vraiment de la co-construction, il faut que les premiers concernés soient au cœur du processus et pas simplement un maillon un peu qu'on oublie et qu'on vient consulter en fin de processus. Et je pense que si on veut vraiment parler de coopération, si on veut vraiment changer de regard et d'enjeu, si on ne veut pas faire exactement comme avant, il faut vraiment que les premiers concernés, et notamment si on vient répondre aux besoins sociaux non couverts sur nos territoires, c'est bien les habitants en premier lieu qui habitent, qui sont experts de cet enjeu-là. Donc les habitants, est-ce qu'ils arrivent à exprimer les besoins sociaux non couverts? Est-ce qu'ils arrivent à avoir suffisamment de recul pour le formuler? Ah oui, les gens ont des milliers de compétences, de talents, simplement il faut inventer des formes où on puisse les associer. C'est pas la réunion de 18h qui permet d'associer les gens à l'élaboration d'une action de coopération qui vient mêler les entreprises, ça demande du temps. Voilà. Donc ça, on a un enjeu de méthode qui est quand même très important parce qu'on est dans le discours. En revanche, on voit qu'on patine quand même beaucoup pour passer du dire au faire. Après, on a un enjeu de définir le périmètre. Vous utilisiez le terme tout à l'heure. Alors, est-ce que c'est une question de territoire? Est-ce que c'est une question d'objet?
À chaque projet, en fait, il faut définir, mais en tout cas, on a un enjeu on ne peut pas dire qu'on fait de la co-construction tout le temps, partout, c'est pas vrai. C'est comment est-ce qu'on définit un vrai projet, un vrai territoire de projet, un vrai projet sur lequel voilà, on s'arme collectivement et qu'on dépasse, on fait le pas de côté nécessaire pour rentrer dans cette logique de co-construction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire définir l'activité de la structure qui va naître? Ça veut dire la finalité lucrative ou sociale ou ça veut dire en fait c'est quoi le problème auquel on veut répondre? Est-ce que sur les besoins, si je reprends l'exemple de territoire zéro chômeur de longue durée, la question c'est l'emploi, c'est le chômage de longue durée. Ça c'est notre objet et on vient se mettre en co-construction collective sur cet objet-là bien défini. Mais c'est pas dans l'absolu. Quand je retravaille avec les services de l'État ou les services de la métropole dans d'autres instances, bon, entre guillemets, malheureusement on fait un peu comme avant. Mais voilà, donc je pense qu'il y a un vrai enjeu. C'était quoi la manière de faire avant? C'était quoi? La manière de faire avant, c'est... Non mais voilà, vous voyez bien comment est-ce que ça se passe quand vous travaillez avec les pouvoirs publics, c'est-à-dire que la collectivité, elle a le monopole, elle considère qu'elle a le monopole de l'intérêt général, elle organise des magnifiques copiles présidées par l'élu et qui pilote. Et donc un enjeu de méthode, un enjeu c'est de se décentrer, c'est-à-dire que la collectivité elle ne décide pas de tout le temps, elle écoute, elle travaille, elle ne fait pas que écouter, quoi. Elle travaille vraiment aux côtés. Il n'y a pas trop de résistance quand vous essayez de mettre ça en œuvre à Villeurbanne dans les équipes, j'imagine que c'est un sacré changement. Oui, voilà. Donc sur le projet Territoire Zéro Chômeur, ça va, bon, voilà, mais non, c'est extrêmement compliqué, c'est pas la culture. On a été élus au suffrage universel et comme si cette onction du suffrage universel faisait que voilà, on pouvait décider de tout le temps. Bon, c'est un peu exagéré, mais quand même, si vous voyez dans la salle un certain nombre d'acteurs, vous voyez les grands schémas métropolitains ou municipaux. Voilà, on n'est pas dans la co-élaboration de notre action publique. Donc ça, on a un vrai enjeu de méthode pour passer du dire au fait. Et derrière, après, il faut définir cet objet. C'est avec quoi qu'on travaille. On travaille avec une entreprise, avec une association. Voilà, il faut aussi le socle. Jean-Marc Borello, j'ai envie de vous faire rebondir sur ce que vient de dire Agnès Touvenot, sur cette question du périmètre de co-construction. Est-ce que c'est facile de bien définir le besoin social auquel on va répondre? Et puis du coup, est-ce qu'on est tous d'accord sur la finalité qu'on poursuit? Parce que c'est quand même pas évident de réunir tout ce monde autour de la table et qui parle de la même finalité. Vous écoutant, j'avais envie de faire un peu de provoque. Ce qui ne m'arrive que très rarement. Il semblerait que les pouvoirs publics aient découvert l'étude de marché. C'est-à-dire, on va inventer un truc, mais il faut se demander avant si quelqu'un est susceptible de l'acheter. Heureusement que les entreprises, depuis un certain nombre d'années, ont compris qu'avant d'élaborer un projet, un produit ou un service, il fallait vérifier simplement que quelqu'un soit susceptible de l'acheter. Alors les pouvoirs publics n'ont pas eu cette question à se poser, puisque de toute façon, personne ne l'achète, il est imposé à tous avec l'argent de tous. Mais sans doute qu'il faut trouver un dispositif qui soit de cet ordre-là, c'est-à-dire de quoi les gens ont besoin. Alors il y a des initiatives, Paris est un bel exemple de budget participatif, par exemple, donc sur un certain nombre de sujets, la ville de Paris, alors je ne sais pas si ça se fait à Lyon ou pas, mais sur un certain nombre de sujets, les Parisiens sont interrogés sur quelles sont les priorités qu'ils veulent donner. Alors je crois que ça concerne 5% du budget d'investissement de la ville, mais c'est déjà pas si mal. Dans un premier temps, la ville proposait et les Parisiens se prononçaient. Et puis aujourd'hui, les Parisiens proposent et dans un certain nombre de cas choisissent les projets. Alors moi, très objectivement, les histoires de participation de tous à tout le temps, ça me paraît un peu contradictoire avec le métier d'entrepreneur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens qui se réunissent pour offrir un service, enfin ce qui fait la différence entre les bons et les mauvais, c'est simplement ceux qui comprennent de quoi nos concitoyens ont besoin. Un peu comme un bon entrepreneur ou un mauvais, si vous fabriquez un produit que personne ne veut acheter, la sanction sera assez rapide. Donc l'idée c'est effectivement qu'il faut interroger tous ceux qui ont à voir avec le service ou avec le produit que vous êtes en train de fabriquer, et en même temps, il faut sans doute avoir, pardon pour en même temps, ça je risque de vous le refaire, et en même temps, il faut sans doute
avoir la capacité d'innover, d'inventer, de proposer des alternatives. Et par définition, quand vous êtes dans l'innovation de rupture, il faut bien que quelqu'un y pense à l'innovation. C'est-à-dire qu'il faut, parmi tous ceux qui ont des besoins, il faut qu'il y ait des entrepreneurs qui se proposent pour apporter telle ou telle solution auquel on n'avait pas encore pensé. Donc, moi, je pense que les pouvoirs publics, comme les entreprises et le monde associatif de l'économie sociale, doivent travailler ensemble, mais avec un vrai sujet qui est effectivement le respect de l'usager, du citoyen. De toute façon, dans une entreprise, la sanction est économique, dans une élection, la sanction elle est électorale, mais tôt ou tard, si les projets que vous proposez ne conviennent pas à ceux à qui ils sont destinés, la sanction arrive le jour où la sera. Philippe Imbert, quand on préparait ce débat, vous me disiez avoir envie de résoudre un problème de société, c'est bien, mais ça ne suffit pas pour réussir. Comment vous réagissez aux propos d'Agnès Touvenot et Jean-Marc Borrello? Moi, je réponds avec beaucoup de convergence sur ces propos et d'ailleurs sur ce qui est dans ce livre, que Capitalisme d'intérêt général, avec le titre est vraiment évocateur. Une entreprise, c'est parce qu'elle est utile qu'elle est prospère. Et aucune entreprise ne peut être pérenne si à un moment elle ne rencontre pas sa clientèle, ses usagers. Moi, j'aurais tendance à décloisonner ce parti pris de l'entreprise, le capitalisme, c'est ça qui produit de la valeur. D'autres acteurs, parce qu'ils auraient un statut associatif ou autre, parce que c'est des collectivités, c'est la puissance publique, donc eux, ils auraient l'intérêt général. Moi, mon intime conviction, et celle que l'on défend d'ailleurs au 107, c'est qu'on est tous autre chose que la posture que l'on veut nous donner. C'est-à-dire qu'on a une capacité, tous ensemble, à co-créer et à répondre à des besoins du territoire, à des besoins des habitants. Donc après, les besoins des habitants, ils sont nombreux. Ce que disait Agnès a amplement raison, c'est pas une partie facile. Mais ce que le parti pris, en tout cas, qu'on a au 107, c'est de dire qu'il y a des besoins énormes qui sont très variés. On est incapable, et c'est pas notre rôle de juger si la lutte contre le gaspillage alimentaire c'est plus important que la mobilité des personnes handicapées ou que sais-je. Par contre, à partir du moment où on a une convergence entre un territoire qui accepte d'être un terreau d'innovation, un terreau d'expérimentation, des grandes entreprises qui ont une expertise et qui ne sont pas que des financiers pour ce type d'expérimentation. Des structures de type incubateur, accompagnateur qui sont en capacité d'être mobilisées sur le sujet et des entrepreneurs sociaux, évidemment, mais je dirais pas que, parce qu'il faut justement, quand on veut décloisonner, il faut éviter de se remettre des barrières ailleurs, parce qu'on peut parler de social tech ou autre. À partir du moment où on a la convergence de tous ces acteurs-là, eh ben on y va. On attaque le sujet. Philippe Imbert, je vais faire l'avocat du diable. Vous avez dit la vocation d'une entreprise, c'est d'être utile et c'est pour ça qu'elle est prospère. Je trouve ça très beau, très fort. Mais parfois, et c'est une des raisons pour lesquelles le capitalisme est en train de s'effondrer de l'intérieur, en tout cas le capitalisme financier, la vocation d'une entreprise, c'est d'être profitable. C'est le profit avant l'utilité. Et on sait même que le groupe Veolia a eu en son temps des soucis judiciaires depuis les années 90, etc. Donc on sent que là, la dynamique est complètement différente, mais qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vous disent « Ouais, mais le problème c'est qu'avec les grands groupes, on ne sait jamais si c'est pas du greenwashing ou autre ». Le green social, de toute façon, on nous accuse toujours de laver quelque chose. Par exemple, M. Borrello qui est là, fait partie des Critical Friends. C'est-à-dire que c'est une structure qui extérieure au groupe, qui fait partie entre guillemets du comité d'éthique, qui ont été sollicités après ces périodes où très clairement il y a eu des égarements, et pour avoir un regard extérieur sur la façon de faire. Donc le but c'est pas forcément de parler de Veolia aujourd'hui, mais notre credo c'est ressourcer le monde. Donc c'est vraiment, on travaille sur la matière première, on travaille sur la distribution, que ce soit de l'eau, de l'énergie ou de la gestion des déchets. Et demain, c'est de favoriser l'émergence de nouvelles ressources à travers le recyclage, l'économie circulaire. Bon, et ben, ça ne peut pas se faire sans être en connexion avec les territoires. Et notre président, qui s'appelle Antoine Frérot, a fait d'ailleurs une conférence au World Forum pour l'économie responsable en octobre dernier à Lille,
dans lequel il a abordé deux théories, hein, que je ne développerai pas ici, mais je vous engage à le voir sur YouTube. C'est la théorie des parties prenantes, en disant que clairement, c'est un patron du CAC 40 qui dit que le modèle capitaliste aujourd'hui ne fonctionne pas parce qu'il a tiré la couverture trop pour les actionnaires et pas assez pour les autres parties prenantes qui sont les territoires, les populations, les salariés. Donc là, il l'affirme très clairement. Et puis après, il va dans le sens de faire. Et moi, ce qui m'intéresse essentiellement dans mon action, et notamment avec le Sanset, avec le PIMS ou bien d'autres, c'est de réaliser des choses pour qu'il n'y ait plus le débat est-ce que c'est du greenwashing ou social washing. Si on est au niveau de la communication, je dirais que ça c'est le premier niveau. Bon, si certains sont concernés, c'est déjà très bien de communiquer sur des partenariats et des choses comme ça. De faire de la RSE, pour moi, c'est déjà un deuxième niveau. C'est intéressant. Il y a plein de choses à faire, de l'inscrire dans le management d'entreprise. Mais on peut aller plus loin encore. On peut aller dans l'open innovation, c'est-à-dire réellement travailler en collaboration avec d'autres structures extérieures qui viennent vous rendre plus agile. Et vous avez un incubateur au sein de Veolia? Non, on n'a pas d'incubateur au sein de Veolia, on a des campus pour les apprentis, c'est une thématique sur laquelle on est vraiment très attaché, parce qu'en fait il n'y a pas de formation au métier de l'environnement qui existe dans l'éducation nationale. Donc ça, l'open innovation, c'est une façon de rénover un peu sa R&D. Et puis le niveau, je pense, le plus abouti, le plus raffiné de la co-construction, c'est que ça rentre en fait dans le business de l'entreprise. Et là, quand on en est là, quand justement on cherche des liens business, c'est le propre du Sanset, c'est de trouver comment on va faire interagir Bouygues Immobilier, par exemple, la Caisse d'épargne, EDF et bien d'autres, avec des entrepreneurs qui vont venir apporter une solution nouvelle auxquelles ils n'auraient pas pensé et venir enrichir l'offre pour les usagers. Quand on arrive à ce niveau de raffinement, c'est que là, on n'est plus du tout dans le green, dans le social washing, on est dans le faire. Dans ce cas-là, c'est les résultats qui comptent. Agnès Touvenot, au niveau du faire ensemble, justement, comment ça se passe, la création de ce climat de confiance? Alors je reconnais que je ne suis pas tout à fait d'accord avec mon voisin, mais on a déjà débattu à plusieurs reprises sur le sujet. Il y a un vrai enjeu à la fois définir les périmètres de coopération et qu'on se dise sur tel ou tel sujet, oui, on coopère ensemble, on est gagnant-gagnant. Par exemple, l'entreprise, le grand groupe sera un accélérateur de l'innovation, sera un accélérateur pour changer d'échelle. Donc à ce moment-là, la coopération, oui, il faut la mettre, mais sur un projet bien déterminé. Et alors, à mon sens, un projet dont l'objet juridique est une structure de l'ESS avec une lucrativité nulle ou limitée. C'est-à-dire que le bénéfice de cette alliance-là de coopération, elle reste sur le territoire et les bénéfices, ils ne retournent pas dans le grand groupe. Parce qu'il y a quand même un vrai risque aujourd'hui pour les grands groupes, c'est une forme d'externalisation de la R&D sociale avec des entrepreneurs sociaux qui sont super sympas, dynamiques, qui se payent pas beaucoup. Voilà. Alors, c'est pas la question, il n'y a pas de malentendu, c'est pas la question des personnes. Individuellement, les responsables notamment qui sont sur ces sujets-là d'innovation sociale, individuellement, c'est des gens qui sont hyper convaincus. Qui sont convaincus que justement ils ont un rôle à jouer, un peu d'entrise dans leurs organisations. Le problème c'est qu'ils ne sont pas seuls, c'est rarement les grands PDG, et que du coup il y a quand même la logique des actionnaires qui est quand même hyper présente, même si, voilà. Et du coup je pense qu'il faut quand même les voir clairs, il faut se dire les choses, et après une fois qu'on a dit ça, on peut coopérer sur un objet précis, mais qu'on ne se mente pas sur les intentions, voilà, parce qu'on a eu notamment, je pense, aux enjeux de l'économie circulaire. Aujourd'hui, c'est un gisement incroyable de développement d'emploi, de développement territorial, mais aussi de développement de business pour les grands groupes. Et il ne faudrait pas que l'économie sociale et solidaire qui défriche aujourd'hui ce sujet, qui prend les risques, se voit, entre guillemets, piquer le business dans 3, 4, 5 ans, par les grands groupes. Et ça s'est passé dans les années 80, hein, donc voilà, comment est-ce qu'on prend la leçon de ça? Et là, pour le coup, je renvoie à notre responsabilité des pouvoirs publics. On a un enjeu pour travailler ces sujets-là, pour que quand il y a des marchés qui sont par exemple lancés parce que les règles européennes obligent à lancer des marchés,
et ben on met des clauses sociales, ou on met des clauses qui permettent aussi que par exemple Emmaüs soit aussi concurrentiel que Veolia, où à ce moment-là, il y a une co-réponse entre l'entreprise sociale et le grand groupe. Je trouve que c'est un enjeu qui est vraiment important parce que sinon, on se ment un peu et voilà, il y a des pépites qui sont en train de naître de l'économie sociale et solidaire dans le secteur de l'économie circulaire. Il ne faut surtout pas que ça parte. Jean-Marc Borrello, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez aussi de cette question de la lucrativité nulle ou limitée? Vous qui avez écrit, on arrivera à un capitalisme d'intérêt général quand on montrera aux entreprises que c'est rentable. Évidemment. Un entrepreneur qui aurait comme objectif de faire zéro résultat n'est pas un entrepreneur. On peut faire du résultat, mais... mais... C'est un gestionnaire de subvention avec laquelle... Enfin, ce que je trouve... La question, c'est à qui va le résultat? La question, c'est que fait-on du résultat? Enfin, prétendre que le problème, c'est la richesse, c'est mal connaître la pauvreté. C'est pas tout à fait ce qui a été dit. La réalité, c'est pas qu'une entreprise s'enrichisse, c'est comment ces résultats sont répartis, et effectivement... Ben moi, je suis tout sauf moraliste, donc je trouve que chacun a le choix qu'il veut, et quand je reçois depuis 20 ans des entrepreneurs, je leur dis de bien réfléchir aux conséquences selon la forme juridique qu'ils donneront à leur entreprise, association, SARL, SAS, et bien, ça aura des conséquences sur leurs revenus, leur patrimoine, et sans doute le développement de l'entreprise. Moi, j'ai fait le choix de développer une entreprise il y a 34 ans, qui ne m'appartient pas, qui vaut aujourd'hui 1 milliard d'euros, et je suis très content de considérer que cette entreprise, qui produit des résultats de manière ininterrompue depuis 15 ans, utilise ces résultats pour développer, pour faire de l'innovation, pour améliorer le service rendu aux usagers. Donc encore une fois, Antoine Frérot dit quelque chose d'important, il dit il faut que les actionnaires se souviennent qu'ils sont propriétaires des actions et pas de l'entreprise. Et ça, je crois que c'est une manière d'approcher le sujet, c'est-à-dire que poursuivre l'actionnaire est une ânerie. L'actionnaire, ce sont aussi des fonds de retraite. L'État est un actionnaire qui ne se comporte pas toujours de la manière la plus brillante qui soit, c'est le moins qu'on puisse dire. L'État autorise en qualité d'actionnaire tout un tas de pratiques que les pouvoirs publics dénoncent à gorge déployée, en particulier quand ils sont dans l'opposition, pour ensuite les continuer à les mettre en œuvre quand ils sont au pouvoir. Donc, le sujet n'est pas qu'il faut absolument assassiner les actionnaires, c'est simplement qu'ils doivent avoir un poids dans l'entreprise au même titre que les salariés, que les usagers et que la gouvernance. Et de la même manière, l'entreprise, à partir de ce moment-là, a un impact global qui est un impact économique, social et environnemental. C'est la base de nos entreprises et le but n'est pas d'avoir un impact strictement financier, mais d'avoir aussi un impact social et environnemental. Mais encore une fois, une entreprise qui ne produirait pas de résultats, c'est qu'elle s'est trompée sur son objectif ou sur ses moyens. Le propre même de l'entreprise, quelle qu'elle soit, c'est de créer de la richesse afin de la répartir. Alors SOS a choisi un modèle un peu différent, qui est un modèle qu'une partie de ces prestations sont offertes à ceux qui ne peuvent pas les payer. Donc on n'a pas choisi de faire des résultats très importants pour ensuite avoir des œuvres, si j'ose dire, mais plutôt de faire en sorte que l'ensemble de nos services, des maisons de retraite aux hôpitaux, en passant par la totalité de ce qu'on fait, soit accessible à tout le monde, avec la même qualité, sauf que ceux qui ont les moyens payent, ceux qui ont moins de moyens payent moins cher, et ceux qui n'ont pas de moyens du tout ne payent rien du tout. Ça, c'est un modèle économique qui fonctionne. Et l'idée de réfléchir, moi, y compris sur le territoire zéro chômeur, il y a un client possible. Aujourd'hui, ça coûte entre 15 et 17 000 euros, un chômeur de longue durée, la collectivité. Si on réussit à démontrer que par zéro chômeur, on permet à la collectivité d'avoir des gens qui vivent mieux et qui coûtent moins cher, il y aura un client, et ce client s'appelle l'État. Alors, ça peut être l'État, les communes, les départements ou les régions. Ce sont des clients comme les autres, c'est-à-dire qu'il faut que les entreprises sociales se mettent en situation de proposer des services. Le temps des subventions, des avantages fiscaux, etc., c'est passé. Alors, on peut soupirer, espérer le François, défiler de la République à Bastille tous les 15 jours. On va troubler sans doute la circulation, mais pas la marche du monde. Il faut inventer des modèles économiques qui soient vertueux. Et encore une fois,
Moi, je n'ai de leçon à donner à personne. Si les gens veulent créer des start-up et les mettre sur le marché, ils en ont parfaitement le droit. On a le droit de rêver d'être milliardaire ou de rêver d'être utile, et peut-être même les deux si quelqu'un est capable de cumuler les choses. Mais cessons d'opposer les modes. Il n'y a qu'une économie, il n'y a pas une économie sociale, une économie pas sociale, une économie publique, il y a une seule économie, il y a des règles, il y a des fonctionnements qui sont vertueux ou qui ne le sont pas, et c'est l'impact global des entreprises qui devrait permettre ce qu'on a réussi à commencer à arracher à Benoît Hamon dans la loi, c'est-à-dire la capacité que les entreprises commerciales puissent avoir la Carmaesus. J'ai passé 6 mois pour ne rien vous cacher, pour simplement faire passer l'idée que les statuts ne faisaient pas la vertu et qu'il existait des associations de malfaiteurs, des coopératives d'imbéciles, des mutuelles qui sélectionnaient les risques plus que des compagnies d'assurance anglo-saxonnes, et que donc le sujet n'était pas le statut de l'entreprise qui fait sa vertu, mais l'impact, et que les pouvoirs publics devaient apprendre à mesurer l'impact afin de pouvoir décider quel choix dans leurs fournisseurs, que ce soit pour traiter de l'eau. Veolia est capable de faire n'importe quoi. Si on le met dans l'appel d'offres, Veolia intégrera sa réponse. Donc le sujet, c'est pas Veolia, c'est la capacité des pouvoirs publics à avoir clairement une volonté d'impact positif sur l'ensemble. Et ça, très objectivement, aujourd'hui, j'ai le sentiment que c'est tout à fait possible, à condition de travailler ensemble. Merci beaucoup Jean-Marc Borrello, il y a plein de choses dans votre réponse. Philippe Imbert, pour vous qui avez une formation en génie civil, est-ce que c'est facile de construire des ponts entre ces univers? Donc, j'ai bien entendu votre décloisonner à plusieurs reprises dans votre bouche. À un moment, vous m'avez dit, mais ce qui compte, c'est de bien identifier les compétences chez l'autre, de bien les reconnaître et de bien leur donner leur place. Comment ça se traduit dans la réalité? Je dirais que je préfère bâtir des ponts entre les personnes et les hommes, les femmes, plutôt qu'entre deux rives. En tout cas, j'ai pris mon parti. Les freins, parce qu'en fait c'est ça la question, ils sont nombreux, et en fait quand on disait tout à l'heure qu'il y avait différents niveaux d'implication que peut avoir une entreprise, il y a aussi différents niveaux de co-construction. Quand on est au niveau de cette gouvernance commune, qui est, je pense, vraiment le niveau de raffinement aussi le plus élevé, il faut avoir un certain dépassement de soi. Donc, contrairement à des partenariats où on va être tous, le PIC par exemple, on est tous grandes entreprises, services publics, les uns assis à côté des autres. Donc on a une certaine compréhension mutuelle. C'est beaucoup moins compliqué et dans le vocabulaire, dans les objectifs, dans la façon de raisonner, philosophique et même parfois politique, entre une entreprise de l'ESS et une entreprise du CAC 40, on n'a pas forcément les mêmes paradigmes, les mêmes réalités. Donc moi, ce que j'engage tout le monde à faire, c'est apprendre à parler des langues étrangères. On le fait tous, hein. Ici tout le monde sait parler anglais, espagnol, arabe et chinois, et apprenez à parler capitaliste quand vous êtes une entreprise de l'ESS, et quand vous êtes une entreprise du CAC 40, apprenez à parler ESS. C'est-à-dire qu'il faut avoir cette empathie, cette on pourrait même dire compassion par rapport à l'autre, pour réussir à comprendre en fait qu'est-ce qu'on veut créer ensemble. Donc c'est un chantier en tant que tel, et par contre moi je me reconnais entièrement dans la définition que le statut ne fait pas la vertu ni l'intérêt général. Et ça s'apprend, ça, cette empathie partenariale, parce que ça relève un peu du savoir-être, c'est pas des choses qu'on apprend à l'école, à parler le langage de l'autre. Comment ça s'acquiert? Vous avez plein d'étudiants là dans la salle, quels conseils vous leur donneriez pour acquérir cette empathie, une empathie du marché, une empathie du client et une empathie du partenaire? Ça, c'est une belle question. Comment acquérir un peu les caméléons en fait. Moi, je dirais commencer par écouter, commencer par se nourrir, d'aller voir des gens qui ne vous ressemblent pas, de se poser la question de comment ils fonctionnent, et de travailler dans ce cheminement qui fait qu'à un moment on va se rejoindre avec cette envie que je dis. Là on est vraiment sur des choses qui sont de niveau un peu élevé, sur des gouvernances partagées, où quelque part on doit abandonner. Moi, quand je suis président du 107, je ne représente pas Veolia, les intérêts de Veolia.
voire même pour contrebalancer l'éventuelle pensée que je puisse être le défenseur des grands groupes, mon curseur va certainement plus vers l'ESS et les collectivités que vers les grands groupes. Donc c'est, je dirais, une pratique au quotidien. Merci, vous m'avez fait une excellente transition vers la deuxième partie de notre débat qui est de vraiment, ok, maintenant comment on va faire pour créer des chaînes de valeur hybrides? On a parlé des coûts évités tout à l'heure, on va y revenir parce que c'est pas évident à monétiser, on n'est pas toujours très bien outillé à ce niveau-là. Agnès Touvenot, expliquez-moi quand même bien le positionnement des pouvoirs publics. Quel est le rôle des pouvoirs publics dans cette démarche de création de chaîne de valeur? Parce que si les grands groupes vont apporter la force de frappe, peut-être les financements, le changement d'échelle, etc., si les organismes à vocation sociale vont apporter l'agilité, l'innovation sociale, etc., vous, qu'est-ce que vous allez apporter? Est-ce que vous avez plus de sous? C'est pas évident d'innover quand on est dans des grands mammouths. Enfin, qu'est-ce que vous allez apporter? Qu'est-ce qu'on va apporter? Je crois qu'il y a un enjeu aussi pour l'action publique, c'est qu'elle devienne elle-même entrepreneur. C'est-à-dire qu'en fait, on devienne, à l'intérieur des organisations, il y a plein d'agents, de fonctionnaires qui sont convaincus, qui, en dehors de leur boulot, d'ailleurs, sont des entrepreneurs, investis dans des associations. Et donc, on a un vrai enjeu aussi à cultiver un peu plus cette dimension entrepreneuriale pour qu'on vienne saisir, en fait, toutes les innovations qui se passent aujourd'hui dans nos territoires. Et aujourd'hui, le rôle d'un élu local, c'est de repérer en fait ces énergies-là. Il y a plein d'énergies, et c'est comment est-ce qu'on les capte, capter, alors pas se les rapproprier, hein, c'est pas ça, mais comment est-ce qu'on les perçoit, comment est-ce qu'aussi on est des accélérateurs et des facilitateurs. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on n'a plus beaucoup de sous pour donner en subvention de fonctionnement, ça c'est sûr. On ne sait plus faire. En revanche, on a encore une capacité à accompagner les structures dans la question de l'investissement. Et puis, on est des accélérateurs, on est des facilitateurs. On a des services de développement économique. Alors, je parle quand même pour les grandes villes, mais quand même, les métropoles, les conseils départementaux, les grandes agglomérations, on a des services de développement économique qui font quoi? Accompagnent les entreprises à s'installer. Les entreprises de l'économie sociale et solidaire sont des entreprises. Donc il faut aussi que voilà, on acculture l'ensemble de la collectivité à cette dynamique entrepreneuriale. Il y a des associations qui cherchent des locaux, on les aide comme n'importe quelle entreprise. Donc nous, pour une collectivité, c'est ça. Puis alors après, sur la question des sous, moi je suis persuadée qu'il faut aussi qu'on change un peu de braquet. Mais c'est compliqué hein, pour des pouvoirs publics, c'est de dire qu'aujourd'hui l'ESS se revendique de faire un passage de l'économie de la réparation à l'économie de la transformation. Et il faut aussi que les financements suivent dans cette logique-là. C'est-à-dire qu'on parte sur la logique de coût évité, c'est-à-dire que c'est de l'investissement, de financer une action qui évitera des coûts pour après-demain. Voilà. Et ça, en revanche, on ne sait pas faire. On ne sait pas faire une évaluation calorimétrique des actions pour dire, voilà, aujourd'hui, cette structure, elle a besoin de 100 pour démarrer, mais moi, en fait, après-demain, si je ne l'avais pas fait, ça m'aurait coûté 100. Et ça, cette évaluation à 2-3 ans, combien ça m'aurait coûté si je ne l'avais pas fait, on ne sait pas bien faire, on n'est pas très outillé. Et ça, il y a un vrai enjeu de méthode, de construction en fait, d'outils pour aider à accompagner les pouvoirs publics, pour aussi arbitrer, parce qu'on ne peut pas faire tous les projets, mais pour voir ce qui est le plus pertinent. Et ça, on n'est pas très outillé, on n'est pas très bon, mais bon, voilà, on peut s'améliorer. Jean-Marc Borrello, l'année dernière, Opinionway a fait un sondage, ils sont allés interviewer des dirigeants d'entreprises de plus de 250 salariés, plutôt des entreprises de taille intermédiaire, et ils leur ont dit, alors est-ce que vous trouvez est-ce que vous seriez ouvert à des démarches de co-construction, etc. Ou qu'est-ce qui, chez vous, quand vous êtes effectivement dans cette démarche, a provoqué le déclic en interne? Comment ça a démarré toute cette aventure? Et dans 83% des cas, les entreprises qui sont dans les démarches de co-construction, c'est grâce à un salarié en interne qui a pris son bâton de pèlerin et qui allait dire mais pour ça, vous savez, nous on a une expertise là-dessus, mais on pourrait peut-être le faire un peu autrement, etc. Et j'ai eu la chance l'année dernière de donner quelques cours à des étudiants qui étaient en master qualité, sécurité, environnement. C'était des étudiants qui étaient en formation continue, ils avaient tous déjà 30 ans, ils travaillaient déjà dans des grands groupes de l'industrie ou des labos pharmaceutiques. Et moi, quand je leur dis ça, ils disent d'accord, mais
Enfin, concrètement, c'est quoi? Parce que nous, on voit bien le mécénat, on voit peut-être qu'il y a peut-être des partenariats qui peuvent imaginer, mais c'est quoi en fait? Qu'est-ce qu'on peut proposer en interne? Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire pour être dans cette démarche d'inventer de nouveaux modèles? Les gens n'ont parfois même pas à l'esprit ce qu'ils pourraient faire et qui serait possible. Je crois qu'on peut faire toute une série de choses à l'interne comme à l'externe. Simplement, comme c'était évident, vous ne l'avez pas cité, mais vous bénéficiez d'un machin qui s'appelle la légitimité démocratique, qui est un petit détail dont ne bénéficient ni les entreprises classiques, ni les entreprises de l'économie sociale. Et moi, je suis tout à fait satisfait de faire avec ceux qui détiennent la légitimité démocratique, c'est-à-dire d'accompagner ou pas, parce que ça c'est le choix d'une entreprise quelle qu'elle soit, d'accompagner une politique publique. On peut même participer à son élaboration, on peut participer à son expérimentation, mais la décision appartient à ceux qui ont obtenu la majorité des voix. Je suis assez favorable à ce que la majorité puisse en gros mettre en place ce pourquoi elle a été élue. Je sais que c'est plus tout à fait à la mode, mais en tout cas, c'est ce qui permet en démocratie de faire la différence entre les uns et les autres. Donc, vous avez cette légitimité démocratique. Nous pouvons accepter ou pas, nous, il nous est arrivé de dire non à une commune qui nous passait commande, qui voulait travailler avec nous, et considérant que, comme elle était Front National, pour être clair, on n'avait pas spécialement envie, que ça ne participait pas à nos valeurs et que donc on refusait ce client. On a le droit de refuser des clients dans une entreprise si on le motive correctement. Donc l'idée c'est quand même que oui, on peut à partir d'une entreprise. Dans l'économie sociale, l'innovation a toujours été le cœur du réacteur. C'est pas nos statuts qui ont fait la différence. C'est sans doute le fait que, n'étant pas obnubilés par le résultat financier, on a toujours eu comme pratique de chercher des innovations, de faire venir des gens d'horizons extrêmement différents. L'écologie, elle n'a pas été inventée par un parti politique. Elle a été inventée par des associations qui ont travaillé sur ce sujet. Les circuits courts, ça fait 25 ans que des camarades associatifs les pratiquent. L'alternative à la grande distribution avec des coopératives de proximité, elles existent pour certaines d'entre elles depuis plus de 50 ans. Donc on a l'impression de redécouvrir l'eau tiède tous les 3 jours. En réalité, l'économie sociale ou l'entrepreneuriat social a toujours été extrêmement innovant. Par contre, il n'a jamais su changer d'échelle. Et votre présentation était assez convenable, c'est-à-dire que l'entrepreneuriat social innove et le privé lucratif récupère l'écume lucrative de ces secteurs et effectivement fait de l'argent avec. Alors on ne peut pas leur reprocher de faire de l'argent avec. Par contre, on peut se demander pourquoi ceux qui ont inventé le dispositif se le sont laissés piquer. Moi, je suis ravi d'être concurrent de grands groupes. Alors, on n'est pas sur les mêmes métiers, mais les 3/4 de nos concurrents aujourd'hui pour le groupe SOS sont des grands groupes privés, internationaux, dans l'hospitalisation, dans la gestion de maisons de retraite, dans la gestion de crèches, sur tout un tas de sujets. On participe à des appels d'offres et on aime bien ça parce qu'on les gagne souvent. Et nous avons des concurrents qui ont un autre modèle que le nôtre, qui est le modèle des capitaux. Mais comment on peut lever ce complexe qui empêche un projet socialement innovant de se déployer à grande échelle? Je crois qu'il y a 2 choses. Il n'y a pas qu'un complexe. L'avantage de la loi Hamon et de tout ce qui a tourné ces dernières années, c'est quand même été de créer des outils. Des outils de financement, entre autres, des outils juridiques qui permettent aujourd'hui à un entrepreneur social d'avoir accès, par exemple, à des quasi-fonds propres ou à des fonds propres ou de la dette auprès d'entreprises spécialisées, y compris d'ailleurs des entreprises financières. Le groupe SOS a une entreprise qui s'appelle le comptoir de l'innovation. J'ai aperçu dans le couloir quelqu'un qui avait présenté un dossier hier au comptoir de l'innovation pour changer d'échelle. Donc on peut aujourd'hui avoir des titres associatifs. On peut avoir les banques spécialisées dans l'économie sociale s'en sont plutôt bien sorties ces dernières années, sans doute mieux que des banques qui étaient spécialisées dans d'autres choses. Donc on a aujourd'hui des statuts, des outils juridiques, des outils financiers. On a un élément qui est majeur et qui devrait vous intéresser, vous, c'est que cet univers a la particularité d'être dirigé par des vieux crabes qui ont entre 60 et 70 ans, puisqu'on est tous à peu près de la même époque,
donc qui avons construit ces secteurs en étant à l'origine des syndicalistes, fonctionnaires, militants politiques ou autres. Or, 500 000 d'entre nous allons prendre une retraite bien méritée dans les 5 ans qui viennent. Ce qui veut dire que ce secteur va offrir, dans une école où on forme à ces métiers, c'est intéressant, 500 000 emplois de cadres et cadres dirigeants dans les 4 à 5 ans qui viennent. Si on estime que ce modèle est économiquement le meilleur, il ne faut pas avoir peur de la concurrence avec les autres. Moi, je continue à penser que si nous acceptons, et SOS le fait depuis 15 ou 20 ans, des jeunes issus d'écoles de commerce ou d'écoles d'ingénieurs, aujourd'hui, les meilleures écoles nous envoient leurs meilleurs élèves, ou plutôt les meilleurs élèves postulent dans notre secteur. Et quand je croise quelques camarades de grandes entreprises qui me disent « mais vous faites comment? Tu les payes moins, ils travaillent plus et ils veulent absolument venir chez toi et refusent absolument de travailler dans des grandes entreprises où objectivement les conditions économiques seraient sans doute un peu différentes s'ils y faisaient carrière. » On commence à voir des gens qui vont et viennent entre le privé lucratif et le privé non lucratif. On commence à voir des fonctionnaires, on peut avoir été préfet et travailler un jour comme délégué régional Rhône-Alpes. On peut être patron d'une entreprise classique et avoir envie de faire autre chose. Donc cette perméabilité des dispositifs, ça ouvre particulièrement aux jeunes et aux moins jeunes qui veulent s'y aventurer des perspectives qui n'existaient pas il y a 20 ans. Donc c'est un vrai secteur économique à part entière dans lesquels, si on est bon, on réussit tout aussi correctement que dans n'importe quel grand groupe. Votre analyse me fait penser à une observation qu'on s'était faite avec ces fameux étudiants en formation continue là, du master dont je parlais, qui s'intéressaient aux démarches de construction et qui se demandaient comment faire pour eux, en interne, initier ça. Et en fait, ce qu'ils ont dit d'eux-mêmes, c'est en fait, moi, quand je vais sur mon CV ou que je dis à la fin de mon entretien, voilà, que j'ai envie de faire plus de gestion de projet, que je suis très à l'aise en gestion de projet, gestion de projet qui est un mot un peu valise, est-ce qu'il ne faut pas plutôt enlever ce mot de gestion de projet et mettre en valeur les expériences au cours desquelles on a été amené à pivoter en interne ou faire évoluer un projet, bouger un petit peu, orienter l'innovation différemment de l'idée de départ. Comment est-ce qu'on a été capable d'être à l'interface entre plusieurs publics, des partenaires capables de faire un peu le caméléon entre des personnes de différents mondes, etc. Comment est-ce qu'on a été capable de mener collectivement une équipe pluridisciplinaire à la réussite en interne? Philippe Imbert, ça. Vous envoyez passer des gens en interne qui vous disent « mais moi, ce que je veux faire, c'est être plus à l'interface avec le monde qui nous entoure chez Veolia ». Oui, parce qu'en fait, on parle de grands groupes, on parle de collectivités, on parle de comme ça de choses qui sont abstraites. Il faut revenir et l'incarner avec les humains qui y contribuent. On a tous dans nos entreprises, et moi j'en ai auprès de moi, des gens qui veulent changer le monde. Je pense dans la salle qu'il y a même une grande partie qui pourrait se reconnaître dans ce paradigme. Et il y a plusieurs façons de le faire. On peut être entrepreneur soi-même, mais ça nécessite certaines qualités pour vouloir entreprendre. On peut être dans l'associatif, je dirais bénévole également, qui est un secteur qui est florissant en France en particulier. On peut l'être en entreprise. La soirée de lancement de Ticket for Change, qui avait lieu à Lyon fin août, Mathieu Dardaillon, leur fondateur, a à un moment pris une petite métaphore maritime en disant ceux qui veulent changer le monde, il y a différentes façons. Il y a les entrepreneurs, ils vont construire leur petit bateau et puis ils vont voguer en étant certains, en ayant la petite conviction que c'est par là qu'il faut aller. On a les incubateurs, les accompagnateurs d'entrepreneurs qui eux sont un peu plus les chantiers navals de ces entrepreneurs et vont les aider à monter leur bateau. Et puis on a quelques personnes qui vont aller parler à l'oreille du capitaine pour essayer de faire dévier le paquebot de quelques degrés. Et voilà, moi je me situerais plutôt dans cette catégorie-là et c'est une façon aussi de faire avancer la cause.